Ok boys, salut à tous, c'est Maurice et re-bienvenue à l'atelier Maurice Garage. Aujourd'hui on est samedi, donc je vais en profiter pour vous parler du projet que j'ai à l'atelier, qui est un projet à 4 roues assez marrant et qui est exactement ce projet-là. Qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi je l'ai à l'atelier? Ça, c'est une Panhard et Levasseur d'un modèle X36 de 1924 qui m'a été donné à restaurer ou en tous les cas à remettre en route. Panhard et Levasseur, ça m'intéresse parce que c'est une des premières ou la première marque de voitures à fabriquer des voitures dans le monde entier. C'est une marque française, d'une famille française, bretonne, et qui avait ses usines à Ivry. L'histoire, c'est que cette voiture, elle est arrivée il y a 6 mois à l'atelier et que je suis encore en train de construire un devis. Construire un devis, c'est-à-dire tout démonter, avoir toutes les pièces cassées ou non cassées, et essayer de retrouver les ouvriers et ceux qui vont pouvoir travailler sur la voiture, enfin ceux qui vont pouvoir réparer les pièces de la voiture. La deuxième chose qui m'a vraiment excité dans ce projet, c'est que son moteur est un moteur qu'on appelle sans soupape, à chambre louvoyante, pour tout dire. Et donc, je vais essayer de vous expliquer un peu quel est le fonctionnement de ce moteur. Moi, je suis toujours hyper passionné par les projets ou les fonctionnements mécaniques qui sortent de l'ordinaire. Et cette voiture, elle en fait vraiment partie. Pour vous expliquer comment ça fonctionne un moteur à chambre louvoyante ou un moteur sans soupape, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je vous explique comment fonctionne un moteur. Et ça va pas être facile. J'ai essayé d'aborder le sujet dans 2-3 de mes Insta et j'ai l'impression que j'ai perdu pas mal de monde en route. Il y a pas mal de monde qui me regarde et qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Donc je me suis dit qu'on allait aujourd'hui expliquer le fonctionnement d'un moteur. C'est pas très compliqué, mais il faut être un tout petit peu concentré. Je vais utiliser et énormément simplifier tout le fonctionnement mécanique, toutes les pièces. Comme cette voiture, elle est bientôt centenaire, 1924, il faut bien imaginer qu'en sortant les choses ont beaucoup changé, même si on reste sur des bases qui sont quasiment identiques. Et vous allez voir, c'est vraiment génial. Pour essayer d'expliquer le fonctionnement d'un moteur, je me suis dit que la chose que tout le monde connaît et qu'on pourra essayer de rapprocher du fonctionnement d'un moteur, c'est le fonctionnement d'un canon. Un canon à boulet, c'est super simple. Donc, si on va prendre une barre, hyper facile. Ça, c'est un canon. Comment ça fonctionne un canon? Super simple. Tu mets de la poudre à canon dans un trou, là c'est bouché. Tu fais tomber la poudre à canon. Ensuite, tu mets un boulet à l'intérieur. Tu allumes la poudre à canon et le boulet part. Pourquoi le boulet part? Parce que par une palanquée de réactions chimiques, ce qui est juste avant la bille, donc la poudre et l'air, prend plus de place et expulse la bille. C'est une explosion, une combustion avec du comburant machin et tout. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Je vous ai dit, on reste super simple. Donc c'est-à-dire qu'on a un mouvement qui est linéaire. La bille, elle va partir de manière linéaire, pouf, et elle va aller exploser un truc que tu cibles. Pourquoi est-ce que c'est quasiment pareil qu'un moteur? C'est quasiment pareil qu'un moteur parce que la seule chose qu'on s'est dit en voyant un canon, c'est qu'on voulait transformer un mouvement qui était circulaire, donc c'est-à-dire une bille qui va partir d'un point A à un point B, en un mouvement rotatif, c'est-à-dire faire tourner une roue. Et comment est-ce qu'on va faire pour passer d'un mouvement circulaire à un mouvement rotatif et en plus qui se répète? Eh bien, c'est super simple. On a inventé ce qu'on a ici. Ici, c'est un cylindre. Et ça sera notre canon. Le boulet de canon, ça va être ce qu'on appelle un piston. Et là où on va mettre la poudre, ce qui va faire rentrer et sortir la poudre de manière répétitive, c'est ce qu'on appelle la culasse. Hop là, qui est juste là. Très bien. Donc, dans le bout de notre canon, donc de notre cylindre, on va faire rentrer de la poudre, et elle va exploser. Donc elle va faire partir notre piston vers le bas du canon, donc vers le bas du cylindre, ce qui va créer un mouvement linéaire. Le problème, c'est qu'on a besoin d'un mouvement rotatif. J'ai l'impression d'être Jamie dans C'est pas sorcier. Ce mouvement rotatif, il est transformé, ce mouvement linéaire, il est transformé en mouvement rotatif par ce système-là, qui est un système de bielle et de vilebrequin. Donc, la bielle descend, hop, et en descendant, elle fait tourner ce qui est à l'intérieur, le vilebrequin. Vous voyez, hop là. Donc, la bielle, elle a un mouvement linéaire, le haut de la bielle a un mouvement linéaire, le bas de la bielle a un mouvement rotatif. Voilà, hop, ça fait tourner en rond. Le système est super simple. Donc, ce qui nous apporte la poudre
donc en l'occurrence le mélange d'essence dans le moteur, c'est la culasse. Elle fait rentrer et sortir les gaz pourris. Donc elle fait rentrer l'essence et le mélange qui va exploser, et après elle le fait sortir par une autre soupape. Jusque-là, je pense que tout le monde a compris. J'espère. Maintenant, la différence avec la poire et ce qu'ils ont inventé, et ce qui s'appelle les chambres coulissantes, elle est géniale. En fait, pourquoi ils sont venus avec ce système-là? C'est qu'à l'époque, les soupapes qui sont comme ça, donc c'est ce qui bloque les trous dans la culasse, hop, c'est une petite pièce, c'est une petite barre de fer, hop, en fleurs comme ça. Cette soupape, à l'époque, ils n'avaient pas les qualités d'acier nécessaires pour faire des trucs fiables qui ne cassaient pas. Donc dès que ça cassait, le moteur entier, il explosait. Et donc eux, ils se sont dit, on va faire une manière de faire rentrer et sortir les gaz différemment. Et donc cette manière, c'est ça. Donc vous voyez que c'est creux, c'est fin, et c'est relié avec deux bielles. Quand on sort, hop là, alors je vais le faire doucement pour essayer de ne pas casser, de ne pas abîmer. Quand on sort l'une de l'autre, on se rend compte qu'en fait, il y a deux chambres à l'intérieur. Hop, ces deux chambres, elles se glissent l'une dans l'autre de manière assez précise, et c'est une des choses que je trouve incroyable pour les années 20. Et en fait, quand l'une se met en face de l'autre, il y a une ouverture qui se crée. Alors, je vais essayer de les faire coulisser. Hop là, il y a une ouverture qui se crée, et quand, vous voyez, là, c'est ouvert, voilà, là, c'est ouvert, et hop, là, c'est fermé. Et quand l'une est fermée, l'autre s'ouvre. Alors, avec la lumière, voilà, là, elle est ouverte. Et je remets, là, elle est bien ouverte, et je remets en position. Hop, l'autre, celle-là est fermée, et celle-là devient ouverte. En fait, c'est ça le système d'admission et d'échappement, donc de comment on met les gaz à l'intérieur du cylindre et comment on les enlève de l'intérieur du cylindre, c'est ce système de chambre coulissante. Ce qui est génial avec ce système, c'est qu'on n'a plus de problème de qualité d'acier. Parce que les pièces sont grosses, elles sont usinées, elles sont lubrifiées, et surtout, on peut aller dans des régimes moteurs qui sont beaucoup plus hauts, parce qu'on n'a plus ce problème d'affolement des soupapes. Alors, qu'est-ce qu'un affolement des soupapes? L'affolement des soupapes, c'est que pour faire l'admission et l'échappement dans le cylindre, la soupape s'ouvre. Elle s'ouvre quand le piston descend. En fait, le problème, c'est que le temps qu'elle se referme, il est dicté par un ressort. En fait, si on va beaucoup trop vite, le ressort n'a pas le temps de refermer la soupape et le piston vient taper la soupape. C'est ce qu'on appelle un affolement des soupapes. Avec ce système, il n'y a plus d'affolement des soupapes. C'est terminé. Et ça, c'est pour l'époque génial. Pour les 1920, c'est génial. C'est pas Panhard Levasseur qui l'a inventé, c'est un ingénieur qui s'appelait Knight. C'est pour ça qu'on appelle un moteur Knight. En fait, c'est des moteurs qui fonctionnent sous licence. Donc, si on va voir la Panhard, donc elle en a 4. Elle a 4 cylindres, elle fonctionne 4 cylindres. Donc, le moteur était bloqué. Et donc là, le but que j'ai en ce moment, c'est de sortir le moteur pour pouvoir évaluer tout ce qu'on a à réparer. Voilà le moteur. Ce qui est génial, c'est que c'est un moteur qui a un démarreur électrique et qui fonctionne en 12 volts. C'est complètement extraordinaire pour l'époque. Pour sortir le moteur, et c'est là qu'on a énormément de problèmes, c'est que il n'était pas vraiment fait pour être démonté à l'époque. Donc c'est-à-dire que la boîte de vitesse et le moteur sont enclenchés l'une dans l'autre, sont évidemment attachés l'une dans l'autre. Le problème, c'est que la boîte de vitesse, hop, j'ai démonté le plancher à l'intérieur. Clac. Voilà, ça c'est l'arrière de la boîte de vitesse. On voit ici que le mouvement circulaire est transmis à une barre de fer qui tourne, hop, et qui va faire tourner les roues arrière. Sauf qu'on a cette traverse-là qui tient la boîte de vitesse en place, donc on ne peut pas la descendre par terre. Donc on est obligé de la sortir par l'avant. Déjà, ça va être un peu galère. Et ensuite, le moteur, si on est obligé de sortir par l'avant de la boîte de vitesse, ça veut dire que le moteur doit avancer. Sauf que, alors ça, c'est l'avant du moteur. Le moteur est ici, le châssis est là. Et on voit qu'il y a cette espèce de petite avancée sur le châssis qui fait que ça bloque, hop là, qui fait que ça va bloquer l'avancée du moteur. Le moteur ne va pas pouvoir avancer. Donc on est obligé de lever le moteur et de le tirer. Sauf que pour lever le moteur, il faut qu'on ait la place. Et pour l'instant, ce qu'on peut voir ici, ça c'est le moteur, c'est qu'on n'a pas la place parce que ça bloque avec le plancher et avec le tablier. Le problème de cette voiture, c'est que c'est une voiture qui est en carrosserie en toile tendue. Donc c'est de la toile, il y a une espèce de panneau en métal en dessous, mais ce qui est ouf, c'est que c'est bien de la toile
Donc on peut appeler ça du Sky aujourd'hui. Et donc toute la carrosserie elle est en bois. Donc si on commence à bouger des éléments de la carrosserie en bois, ça va partir en cacahuète direct. Et ça c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. Donc tout l'intérêt des prochains épisodes, ça va être de pouvoir démonter, sortir le moteur et la boîte de vitesse pour démonter l'embrayage, pour changer l'embrayage parce que c'est une des premières choses qui décède sur ce genre de moteur, vérifier la boîte de vitesse qui normalement n'a pas trop de problème parce que c'est une boîte de vitesse de quasiment de camion, et ensuite faire un devis bien détaillé pour l'envoyer à ma cliente et amorcer ou non les réparations. En tous les cas, ça va être le défi des prochains jours puisque je suis en train de bien avancer sur mes autres projets moto. Et c'est un des projets qui me reste sur les bras. Voilà. J'espère que vous avez compris plus ou moins Manos Minos le fonctionnement d'un moteur. Je pense que j'ai été assez barbare pour que tout le monde comprenne. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu et restez abonnés pour suivre les différents épisodes de cette moire. Ça va être complètement génial. Je suis impatient. Et voilà. Écoutez, j'espère que ce petit projet va vous plaire.